Une recette personnelle pour supporter la captivité, le sport. Penser en journaliste, avoir la volonté d'en apprendre plus sur cette organisation de l'intérieur. C'est un extrait de votre livre, Olivier Dubois, qui m'a bouleversé. Et il s'intitule Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda. C'est aux éditions Michel Lafon. Je n'ai pas le souvenir d'avoir lu un livre semblable. Donc vous avez été otage d'Al-Qaïda, on le sait, on a suivi votre captivité, mais justement, on l'a suivi de l'extérieur, alors que vous racontez ces histoires de sable, de pick-up, de saleté, de nourriture, de moments où vous avez failli être tué, où vous avez senti que votre vie ne tenait qu'à un fil. Est-ce qu'on se prépare à ça quand on est journaliste, y compris journaliste dans un lieu aussi dangereux que le Mali? Non, non, évidemment, on se prépare pas à ça. J'aurais jamais imaginé que ça allait se dérouler comme ça. Je pensais même pas, être kidnappé. Pour moi, j'allais même s'il y avait une part de risque, évidemment, j'allais dans une interview qui était calée, qu'on avait préparée et puis les choses se sont pas déroulées, comme prévu et je vais me retrouver embarqué là-dedans. Donc c'est de l'adaptation, qui est due à l'observation et puis surtout par le désir de survivre. Mais justement, lorsque vous dites cela, lorsque vous racontez cela, vous avez face à vous donc vos ravisseurs, quel effet vous font-ils? Comment les percevez-vous, Olivier Dubois? Alors, moi, il faut savoir que, depuis quelques années, je travaille sur les groupes armés, je travaille sur les mouvements terroristes. Donc j'ai quand même une connaissance un peu de ces gens-là. Maintenant, c'est pas la même chose évidemment de traiter ça dans des articles, d'avoir quelques personnes qui sont autour d'eux au téléphone et de les rencontrer et d'être immergé dans leur monde et de vivre avec eux. Donc au départ, c'est sûr, c'est des hommes armés, je me les représente, enfin voilà, ce sont des fous de la religion, des fous religieux pour moi. Donc évidemment que la première sensation, la première émotion, c'est de la peur, c'est du stress, c'est de la peur, quoi. On ne sait pas très bien où ils veulent en venir et ce qu'ils nous veulent. Je vais lire un extrait de votre livre qui me paraît, presque irréel. Reza fourre sa main entre la peau et l'estomac de la chèvre fraîchement égorgée. Son poing puis son bras s'enfoncent dans l'animal en émettant un chuintement visqueux, chair contre chair, d'une intimité presque obscène. La tête préalablement coupée a été jetée au feu. Dans la chaleur des flammes, une odeur forte de viande grillée et de poils musqués brûlés me prend à la gorge. Et il y a comme ça des scènes qui sont des scènes qui relèvent de l'anthropologie, puisque sans mauvais humour, ces gens-là, vous les avez vus de près, Olivier Dubois? Oui, j'avais à cœur d'essayer de faire partager au lecteur, de l'amener avec moi, enfin qu'il soit dans l'immersion, qu'il comprenne de l'intérieur aussi, si possible, cette captivité. Et ça passe par des descriptions très détaillées. Voilà, il fallait qu'on en ait la perception, qu'on en ait les odeurs, que ça suscite dans l'imagination un transport du lecteur dans ces situations que j'ai vécues. Ça me semblait important parce que ça fait partie de la captivité. C'est pas seulement des gens armés qui vous détiennent, c'est les conditions de vie, c'est tout ce qu'on vit, c'est tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent et voilà, il fallait que ça transparaisse dans le livre. Qui étaient ces hommes? Parce que vous les décrivez, alors bon, vous décrivez des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ont des pick-up, des armes, qui ont un certain nombre de représentations sur la religion, vous discutez avec eux. Hem, Racontez-nous. Alors le contact est pas facile. Je tombe sur un 1 groupe, des jeunes, doivent avoir dans je sais pas entre je dirais, 17, 20, 22, 23 ans. Ils ont on leur a intimé de pas me parler, il y a une barrière de la langue, ils parlent tamashek, je parle français. Donc c'est compliqué et puis surtout, comme vous dites, ils n'ont pas été à l'école, c'est surtout, le Coran, hein, qui a fait leur éducation, ils ont ça dans la tête. Donc ils ont, un avis sur moi qui est celui qui est dépeint sur le Coran. Je suis un infidèle, je ne suis pas musulman, donc je suis un koufar. Donc c'est très compliqué, je voulais au départ, d'aller au contact avec eux, de parler avec eux. Mais il y a une sorte de curiosité aussi, je suis un spécimen, un seul spécimen vivant en face d'eux, donc ils ont envie de savoir et je vais jouer là-dessus pour établir un peu de la communication au début, ouais. Il y a des scènes qui sont surréalistes, qui sont assez postmodernes ou modernes, comme on voudra. Ils regardent des vidéos d'exécution, ils vous parlent d'Hitler. Tout à fait. Oui, oui, alors ça, c'était quand même assez très spécial. Il y en a aussi qui regardent des films, muets des années 20, comme, les films de Buster Keaton. Alors c'est marrant parce que d'un côté, si vous voulez, ils vous disent que, tout ce qui vient de notre monde, nous les occidentaux, nous les koufars, donc les infidèles, n'est pas bon à prendre et qu'il faut surtout, prendre de la distance par rapport à ça et s'en garder. Et
et en même temps, il y en a certains qui jouent aux jeux vidéo, d'autres me confieront qu'ils regardent des séries télévisées. Donc c'est comme s'il y avait une sorte d'attraction, rejet-attraction en même temps. Vous voyez, ça marche aussi sur eux, quoi. Pas tous, évidemment, mais j'en ai rencontré quelqu'un sur qui ça marche. Et c'était assez surprenant, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre sur cette région que vous ne compreniez pas avant, Olivier Dubois? Alors c'est pas tellement sur la région, quoique un peu sur la région, parce qu'on se rend compte, on constate, et puis on vit comme eux, donc on constate l'âpreté de la vie dans le désert et dans la région de Kidal, qui est cette région désertique, une de ces régions désertiques au nord du Mali. Moi, c'est plus, je dirais, sur eux. Que je découvre des choses, notamment sur, excusez-moi, sur leur objectif. Ils ont 4 objectifs principaux qui peuvent être un peu assez étonnants. La 1re, par exemple, c'est, chercher l'approbation, de Dieu, qui leur impose, qui leur ordonne de faire, le djihad évidemment, qui leur impose de faire le djihad. Ensuite, c'est vouloir, par exemple, édifier, une vraie société musulmane, au vrai sens du terme, qui, si vous voulez, ordonne le licite et interdit l'illicite. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent édifier. Évidemment, la mise en place de la charia qui, pour eux, est la référence unique de la gouvernance et mettre à bas les constitutions des pays sahéliens qu'ils occupent, enfin, qu'ils entendent occuper, et surtout la laïcité qui est l'ennemi principal, l'ennemi suprême. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans la laïcité? Laïcité, c'est le choix. Vous avez le choix. Or, eux veulent ramener tout le monde à une seule croyance, celle d'Allah, celle de Dieu, l'unicité de Dieu. Donc, c'est incompatible avec la laïcité. J'ai une question candide. Est-ce qu'ils vous ont paru cruels? Et comment vous paraissait-il? Alors, il y a différentes individualités, puisque vous avez différents gardiens, différents contacts, avec évidemment différentes relations avec eux, Olivier Dubois. Alors, c'est un peu, j'ai envie de dire, comme chez nous. Vous avez des gens qui peuvent être indifférents, bienveillants, d'autres franchement hostiles, d'autres très violents et très mauvais. C'est exactement la même chose. Ce que je dirais, c'est qu'eux se considèrent, si vous voulez, comme un peu ouais, des policiers de la foi, des sortes de chevaliers, en fait, investis d'un devoir. Comme je disais, ils doivent, voilà, Dieu leur ordonne de faire le djihad. Donc, il y en a, enfin, j'en ai croisé. C'est pas les plus nombreux, mais il y en a certains qui ont une sorte de code d'éthique comme ça, limite chevaleresque, et qui ont un respect des otages. Mais pour la plupart, c'est vrai que vous êtes vu comme un infidèle et le traitement s'en ressent. Vous vous êtes vu aussi comme un proche de Macron ou un macronolâtre, je ne sais pas comment l'appeler. Je suis français. Mon président est le président Emmanuel Macron, donc forcément, je suis proche de lui. Je suis journaliste. Non, je ne suis pas journaliste, je suis un agent français et je travaille pour relayer la pensée française au Sahel, au Mali. Tout de suite, on me colle ça sur le dos, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui va me faire peur parce que je suis déjà kidnappé, je suis journaliste et je me rends compte que il risque peut-être de m'arriver des choses, peut-être de passer de vie à trépas parce qu'on me prend pour quelqu'un d'autre, pour un agent français. Mais vraiment, ils y croyaient? Ah Le oui, fait oui, au que départ, ils y vous croient, étiez ils y un croient agent vraiment. français? Oui, 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 ils y croient vraiment. Et je sais toujours pas pourquoi, mais ils y croient vraiment. Et puis moi, très vite, j'ai l'idée de faire du sport, par exemple, pour essayer quand même de m'adapter à ça et de ne pas sombrer. Et tout de suite, ils me disent, mais tu peux pas être journaliste. Je leur dis, mais pourquoi? Ils me disent, bah tu fais du sport. Les journalistes ne font pas de sport. J'étais assez étonné de cette réponse. Et tout ce que je pouvais faire n'arrivait pas à contrecarrer cette idée. Pour eux, j'étais un envoyé de la France. Et puis vous avez tenu, alors il y a toute une série de passages, Olivier Dubois, où vous écrivez dans Prisonnier du désert à quel point eh bien vous sentez que votre vie ne tient qu'à un fil, et vous écrivez: le soir j'ai désormais un rituel, début janvier 2022 sur RFI, Déborah m'a donné rendez-vous chaque jour à 17h30 face au soleil couchant, à la même heure nous pensons l'un à l'autre. Ouais, ça c'était la fenêtre d'espoir et quoi qu'il arrive, dans quelle situation que l'on soit, ça pouvait être en alerte. Des fois, on était bougé parce qu'il y avait des drones dans le ciel. Vous Et arrêtez pas de bouger, voilà. il y a beaucoup de scènes de Oui, oui, le pick-up. but c'est de rester planqué, caché. Alors il y a quand même des bergers qui passent dans ces grandes zones désertiques. Il y a aussi des drones qui patrouillent le ciel. Et donc on bouge pour disparaître, on bouge pour semer les éventuels poursuivants. Et c'est vrai que même dans ces conditions-là, à 17h30 tous les soirs, je regardais le soleil. C'était le trait d'union que j'avais avec elle à ce moment-là. Je savais qu'elle regardait de l'autre côté du soleil, là où elle était, puis moi de mon côté, qu'on pouvait communiquer. Il y avait un lien établi à ce moment-là. Oui. Donc ce lien vous permet de tenir, d'autres choses vous ont permis de tenir, Olivier Dubois? Est-ce qu'on se dit,
je suis journaliste, donc je suis là pour raconter. Alors bon, là, malheureusement, c'est de moi dont il est question. Vous êtes-vous dit, mais vous avez raconté et ce livre tient ses promesses à cet égard. Oui, puis ça a été une sorte de port de sortie, une échappatoire mentale en tout cas. Rapidement, au début de ma captivité, je me rends compte que je ne peux pas me laisser aller. Je suis envahi par la peur, par le stress, c'est eux qui dictent un peu le tempo et il faut au bout d'un moment, se reprendre et le fait de penser en journaliste, de me dire que je suis dans un grand reportage et que je travaille, ça permet de se lever tous les matins et de voilà, d'avoir un but et de pas se laisser, submerger, par ce qui arrive. Mmh. Et donc effectivement, vous ne vous laissez pas submerger, même si ce sont des conditions de détention extrêmement dures, même si à chaque fois ça fait peur et on comprend que vous ayez peur. Et puis vous pensez à deux journalistes de RFI qui sont morts là-bas, hein, Guylaine Dupont et Claude Verlon. Et là, vous en discutez avec vos ravisseurs. Oui, alors sur Guylaine Dupont et Claude Verlon, ce sont 2 journalistes qui étaient comme moi dans la région de Kidal, mais qui, contrairement à moi, ont été assassinés par ces gens-là. Donc, comprendre ce qui leur est arrivé, c'est peut-être pour moi une manière de pouvoir anticiper, peut-être contrecarrer quelque chose qui pourrait m'arriver, si vous voulez. Et puis c'est aussi un défi personnel, hein. Voilà, il faut se remplir la tête, donc se donner des choses qui sont difficilement atteignables et réussir, parvenir à avoir ces informations, notamment leur version, par rapport à cet assassinat. Bah, c'est des victoires personnelles, ça renforce mentalement et donc ça aide à avancer dans ces situations-là. Et alors là, l'un de ces djihadistes vous répond: cet assassinat n'est un mystère que pour vous en France. Ici, tous les moudjahidines savent ce qui s'est passé. Ouais, et je m'en suis rendu compte quand on leur pose des questions. En tout cas, ils ont une version, ils ont à peu près tous la même version. Est-ce que ça veut dire pour autant que cette version est vraie? Je sais pas. J'ai même constaté qu'ils pouvaient être désinformés par le réseau de radio, le réseau de talkie-walkie, mais ils racontent tous la même chose, oui, en effet, en tout cas sur cet assassinat. Qu'est-ce que vous allez faire, Olivier Dubois, hein, maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, là, pour l'instant, il y a ce livre qui est enfin terminé. Je travaille sur un projet personnel et puis je travaille aussi sur un film en tant que consultant et je compte reprendre le travail parce que ça n'a pas impacté mon envie de travailler, mon amour pour ce métier. Ouais. Bon, mais ce livre, c'est votre travail aussi. Ouais, ouais. C'est un très beau livre. Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda, aux éditions Michel Lafon. Un témoignage absolument inouï à lire.